Bonsoir à tous et à chacun. C'est l'heure de suivre votre émission hebdomadaire, les rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité, sur le sujet qui ont marqué la semaine, pourquoi pas le reste de jours ou du mois. Alors pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir celui que j'aime bien appeler un habitué de l'émission Les Rendez-vous. Il répond toujours chaque fois que nous les tendons la main, chaque fois que nous les sollicitons. Voilà, monsieur, mon invité, c'est monsieur Raphaël Boulikangou, qui est secrétaire général du parti de l'unité PUNA en sigle. Il est aussi secrétaire exécutif de FPAU. Avec lui, nous allons chercher à en savoir plus sur sa récente séjour au sud Ubangui en guise d'une mission d'itinérance. Monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. Merci, je suis très content. Répondu à notre invitation. Je suis très content de me retrouver encore parmi les miens, parmi la population rdéçoise qui m'écoute en ce moment. Il va de soi que j'échange avec eux. Voilà, vous revenez d'une mission d'itinérance au sud Ubangui. Est-ce qu'on peut savoir quel est l'objectif du parti PUNA au sud Ubangui? Maman Adèle, c'est dans l'objectif régalien de tout parti politique, dans son fonctionnement régulier. Nous devons toujours revisiter et visiter nos installations, nos bases à Kinshasa comme en province. Étant donné que j'ai déjà parcouru certaines provinces, cette fois-ci, j'ai fait la mission d'itinérance au niveau du sud Ubangui pour essayer de palper sur place comment le PUNA fonctionne et comment l'environnement spatio-temporel politique de cette province se dessine. Si j'ai bonne mémoire, vous étiez à Guéménaville, territoire de Libenge, Bobito, toujours à Guémena, Boudjala, Kungu. À première vue, quel a été le constat? Oui, en tant que patriote, l'accueil a été fructueux au niveau des autorités politico-administratives de la place, au niveau du gouvernorat, au niveau de la mairie de Guémena. L'ambiance a été de marque et je félicite les points focaux du PUNA qui sont sur place, en l'occurrence honorable Motebe, le travail qu'il a abattu. Ça nous a facilité non seulement de faire notre itinérance, de se limiter à la ville de Guémena, qui a les 4 territoires, les 4 quartiers, quartier Labo, quartier Zinga, quartier tout ça là, Bagouzou, mais nous sommes rendus aussi sur place dans l'arrière-province, particulièrement au territoire de Libenge, où vraiment le PUNA tient les larrons, et nous avons aussi nous avons utilisé le tronçon, emprunté le tronçon Loa, Mogalo, Bobito, Boamanda, et nous sommes tombés sur Bobito qui est le chef-lieu du territoire de Guémena. Là aussi, le PUNA a pignon sur roue, et nous avons aussi parachevé en passant par le territoire de Boudjala. En fin de compte, nous sommes rentrés sur Guémena par la voie de Kolongo à Kula. Mais dans l'ensemble, au niveau du parti, l'ambiance, il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le PUNA a déjà posé ses jalons au niveau de Sud Ubangui. Là, rien à faire. Nous sommes déjà là. Mis la récurrence de naufrages. Quels sont les desiderata de la population du Sud Ubangui, là où vous étiez? Oui, d'abord au niveau de la rivière Ubangui, il y a un problème de balisage et il faudra que, je ne sais pas, dans le programme des 145 territoires, je ne sais pas si le gouverneur du sud Ubangui a inséré le balisage de la rivière Ubangui, parce qu'il y a des moments où il y a l'étiage, il y a l'étiage. Ce sont des rivières navigables? Oui, navigable par moment. Quand il y a la crue, là, il y a la navigation est normale, mais quand il y a l'étiage, là, vraiment, c'est un peu difficile. Là, c'est les pirogues. Même les HB, là, c'est difficile pour que ça navigue. Et là aussi, il y a aussi un problème aussi d'infrastructure routière, surtout
le tronçon qui est capital entre Guémena, en passant par Akoula pour arriver à Boudjala. Il y a eu des camions que j'ai vus embourbés. Vous voyez, c'est un peu difficile, surtout avec la CNI, tout. Et puis les transports des marchandises des commerçants, c'est un peu de l'embuscade. Il faudra que cette nationale-là soit un peu réparée. C'est au niveau des infrastructures routières. Et puis au niveau de Sud-Ubangui, un problème d'électricité. La SNEL ne fonctionne pas. La SNEL ne fonctionne pas, même aucun watt de courant. Mais on paye les gens là-bas. Mais j'ai vu quand même il y a des câblages. On essaie d'introduire l'électricité par par unité là. La province du Sud-Ubangui, très enclavée, parmi tant d'autres provinces de la République démocratique du Congo, comment remédier à ça, et particulièrement comment remédier à la récurrence de naufrages? Bien, au niveau de la province du Sud-Ubangui, la province du Sud-Ubangui n'est pas enclavée. Il y a beaucoup de vertus parce que la rivière Ubangui-Chari, ça amène vers la République centrafricaine. Et d'ailleurs, j'ai remarqué au niveau de Sud-Ubangui, plusieurs besoins de la population proviennent de Sud-Ubangui. Vêtements, produits, même la boisson. Donc il y a vraiment il y a une circulation fluide. Malgré cette ouverture dont vous vantez, mais le calvaire de la population est sans précédent? Oui, parce qu'au niveau interne, nous ne produisons rien. Nous ne produisons pas, il n'y a pas d'industrie manufacturée. Et tout provient de Centrafrique. Bon, c'est un peu comme petit village encore. À part qu'à Guémena, il y a des activités commerciales où on trouve des nandés. C'est la pêche qui est l'activité principale. Bon, la pêche, disons, au moins, c'est plus de la viande là-bas. Il y a la pêche, pas du tout, mais il y a l'élevage. L'élevage et la chasse. Au niveau de Sud-Ubangui, c'est plus l'élevage et la chasse. Les poissons, je n'en ai pas vraiment trouvé. Malgré, il y a les rivières Pongo, rivière Loa, de ce côté-là. Mais il faut dire que au niveau traditionnel, ça va. Mais au niveau de développement, l'Ibenge, Boudjala, il y a encore beaucoup à faire par rapport aux opérateurs économiques et politiques. Au sud Ubangui, c'est une province qui est butée à un sérieux problème de développement, malgré l'annonce de l'exécution du projet de 145 territoires annoncé précédemment par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez amené comme message à ces peuples qui croupissent dans la misère? Et en plus, le développement, c'est ce qui est... il faut qu'il y ait un état de droit. Il faut que le gouverneur actuel puisse donner les maires de lui-même en guise de donner quand même le sourire aux lèvres à cette population qui en a tant besoin. Madame Adèle, il y a un problème au niveau du gouvernement central parce qu'il y a un problème de concurrence nationale et provinciale. Je pense qu'il y a un problème, on doit arranger au niveau du problème de la caisse de péréquation. Un problème de caisse de péréquation, il faudra que ça soit effectif. Moi, je pense que la province de Sud-Ubangui souffre qu'il n'y a pas la rétrocession de la caisse de péréquation. Quand même, c'est un grenier agricole. On ne peut pas seulement alimenter les provinces qui sont minières. On ne mange pas les mines, on mange de l'agriculture. Donc je pense qu'il faudra qu'on équilibre un peu cette histoire de caisse de péréquation, qu'on tienne compte des particularités des provinces. Là, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Mais par où débiter? Si on parle on fait allusion à l'ordonnance et notification du gouverneur de la Mongala, Chopo, Mongala, le gouverneur Limbaya, César et vice-gouverneur Mongo Blaise. Les quid, par où débiter pour relancer l'économie et le social de la population du Sud-Ubangui? Oui, pour le Sud-Ubangui, c'est le gouverneur Mabenze qui est là avec le vice-gouverneur Zaboussou, Zéphirin. Je pense qu'ils sont des enfants du terroir. Il faut toujours travailler avec... Je suis allé vite en besogne, j'ai parlé déjà de Mongala alors que... Bon, profitez pour répondre à cette question. Pour le Sud-Ubangui, ils sont des enfants du terroir. Moi, comme je vous avais dit la dernière fois, il faudra que dans ce programme de développement de 145 territoires, qu'on intègre les administrateurs du territoire. Madame, comment vous pouvez faire un programme de développement de 145 territoires où il n'y a pas une conférence des administrateurs du territoire? Vous parlez de 145 territoires. Est-ce qu'il y a eu une conférence des 145 administrateurs des territoires?
Parce que chaque administrateur du territoire connaît les tenants et les aboutissants et les voies de sortie par rapport à son lieu. Il y a un problème là, il faudra qu'on les associe, parce que je vois, c'est un peu bâclé, c'est au niveau national qu'on est en train de faire ce programme sans associer les administrateurs du territoire. Sinon, ça risque d'avoir une incohérence sur terrain. Moi, je propose qu'il faut qu'il y ait une conférence avec les 145 administrateurs du territoire, que chacun amène son cahier de charge, parce que nous n'avons plus 5 ans, nous n'avons que 2 ans. Je pense qu'il faut prendre l'essentiel. Il faut utiliser les administrateurs du territoire avec le cahier de charge qui provient des chefs de secteur. Parce que vous en parlez dans le cadre toujours du programme de développement de 145 territoires, le gouvernement congolais offre plus d'1 million de dollars à chaque diocèse. C'est possible et réalisable? Plus d'1 milliard de dollars. Le gouvernement promet d'offrir à chaque diocèse plus d'1 million de dollars américains. C'est possible. Les diocèses catholiques. Bien sûr. Bon, Madame Adèle, j'adhère à cette option. Si ces millions de dollars là par diocèse peut en profiter pour les constructions des écoles. Comment vous jugez cette offre de Félix Tshisekedi à l'Église? Oui, vous savez que l'Église catholique, dans le domaine de l'enseignement, ils sont prédominants. Parce que en dehors de l'Église catholique, si l'Église catholique se soustrait de l'enseignement, je pense qu'il y aura vraiment une régression du niveau de l'enseignement et de la scolarité. Vouloir faire ça, c'est pas violer la Constitution? Pas nécessairement, parce que nous avons des écoles conventionnées catholiques, des écoles conventionnées protestantes qui manguistent. Mais je pense que pour les catholiques, il va de soi, mais il faudra qu'on suive ça. Si c'est ce million de dollars là qu'on donne aux diocèses pour la construction des écoles, pour l'amélioration des soins de santé et aussi pour les cas des démunis, des orphelins, là je suis d'accord. Mais je pense pas que ce n'est pas pour monter des églises. Vous violez vous-même le loi, parce que l'Église, c'est la société civile en quelque sorte. Elle a pour mission d'observer et d'émettre des avis, pas autre chose. Non, madame, il faut savoir que l'Église catholique est un des premiers partenaires de l'État congolais en matière de l'enseignement. Et d'ailleurs, vous savez, même pour les élections au niveau de la CENI... Il faut ça faire une grande déception en procédant de la sorte. Non, moi j'appuie ça dans ce sens. Si c'est pour les constructions des écoles et pour les centres de santé, j'appuie. Parce que il faut dire que l'Église catholique vit à proximité de la population. Le quotidien de la population au niveau de l'intérieur, c'est plus les catholiques qui en connaissent. Hein. Ils sont des vrais partenaires au niveau de l'État. Là, j'appuie, s'il faut donner... Bon, je sais qu'il y a la conscience du clergé catholique, évidemment. Ils vont digérer ça comment? Est-ce que le numéro 1 de l'Église catholique, le cardinal Fridolin Mbongo, va accepter cette offre? Non, je pense qu'il ne peut pas refuser ça, parce qu'il y a quand même une certaine... Il y a un protocole d'accord, il y a des consensus qui se tiennent entre l'État et les catholiques par rapport à la gratuité, par rapport au fonctionnement des comités des parents. Tout ça, c'est pour essayer un peu d'alléger la charge des parents par rapport à la gratuité de l'enseignement. Parce que l'État doit doter l'Église catholique aussi des bâtiments pour qu'il y ait un peu une allégeance au niveau des desiderata de l'Église catholique en matière de l'enseignement. Ça ne serait pas opportun de commencer par d'abord construire, l'État doit construire ses propres coquilles et des habitations propres à l'État congolais, au lieu de chercher à gagner la confiance de l'Église catholique par cette somme, par cette offre. Non, madame. S'il s'agit des écoles officielles, là, ça n'a pas de problème. Mais quand il s'agit des écoles conventionnées, il va de soi que l'État collabore avec les communautés religieuses en question. Parce que les concessions appartiennent à ces églises. Et les églises, ils tiennent bon. Ce qui est nécessaire dans un premier temps, n'est-ce pas la refondation de l'État? Oui, mais ça c'est un gros format. Hein. Qui est un état de déliquescence. Oui, ça c'est un gros format. La refondation de l'État. Ça c'est une préoccupation journelle pour la population et pour l'État. Donc la refondation, c'est pas en un jour. Hein.
Hein, parce que, en état de déliquescence, allez. mais c'est bien, on est en tête, comme vous le soulignez, en état de déliquescence d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pour dire que la refondation de l'État, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est tout un processus à court et à long terme. Il va de soi, maman. Le pays est en train de niveler vers les bas. Il fallait commencer par le nécessaire, ce qui est prioritaire, au lieu de venir en aide à l'Église catholique. Cette Église, on sait déjà qu'avec les offrandes de chaque dimanche, ne fût-ce que ça, l'Église fonctionne sans embâge. Pourquoi pas résoudre le besoin vitaux au lieu de prêter main forte à l'Église catholique avec cette offre? Madame Adèle, illusion, quand vous parlez des offrandes, je ne cite pas l'Église, mais là où je viens, des provinces que j'ai pu parcourir, mais j'ai été quand même avec des curés. Mais je vous dis, des fois là, si vous parlez d'offrandes, vous savez peut-être, il y a des églises, les dimanches qui ne fonctionnent, il y a l'offrande pour les dimanches, et je vous dis que je vois une église là, j'ai parlé avec un curé qui n'a que 50 000, 60 000 francs congolais d'offrande la semaine. Comment il va fonctionner? Les protestants, les autres ne seront pas lésés? Oui, ça dépend des endroits. Je pense qu'ils ne sont pas du reste. Lorsqu'on parle de l'appui de l'enseignement catholique, les autres églises, les autres églises conventionnées ne sont pas du reste. Mais est-il que les catholiques ont bon nombre d'écoles par rapport aux kimbanguistes, par rapport aux salutistes, par rapport aux islamistes? Là, vraiment, il faut dire que l'Église catholique, c'est vraiment le partenaire le plus privilégié pour l'enseignement ici en République démocratique du Congo. Ce n'était qu'une parenthèse. M. Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti pour l'Unité, vous revenez de la province du Sud, Ubangi, satisfait? Bien, c'est depuis 30 ans que je n'ai plus, que je repars. Je suis reparti cette fois-ci, c'est au-delà de 30 ans, à l'époque du maréchal Mobutu, que j'ai fait Guémena. Mais il y a une croissance démographique, il y a une croissance spatiale au niveau de l'économie, des opérateurs économiques. Bon, Guémena s'est agrandi. Il y a de quoi. Beaucoup reste à faire, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup reste à faire, surtout il y a un problème d'électricité. Pour l'eau, il y en a. Il y a beaucoup de forages, tout consomme, mais pour l'électricité, même nous, on a eu du mal pour charger nos téléphones, des fois. C'est vraiment... L'électricité qui est très décriée, c'est à Kinshasa, on n'en a presque pas. Et dans les provinces, je sais que la situation est très, très, très critique. Mais là, c'est la province de l'Équateur. On peut exploiter l'électricité photovoltaïque, et aussi même éolienne. Et puis aussi même hydraulique et hydroélectrique, parce qu'il y a beaucoup des affluents, donc il y a toujours moyen de faire de l'électricité avec des turbines, mais je pense qu'il y a un problème le tissu économique. Le tissu économique est trop froissé parce que toutes les plantations, la plupart des plantations qui existaient à l'époque des Belges, des Portugais, ont subi un nivellement en bas par rapport à la zaïrisation, par rapport à certains de nos frères qui ont mal géré. Voilà, vous étiez dans la province du Sud, au Bangui, l'équipe de la CENI, l'équipe de Kadima est à pied d'œuvre. L'enrôlement et l'identification, ces devoirs civiques est prévu sous peu. Vous en avez profité pour en parler à la population. C'est un devoir civique. Il faut remplir ces devoirs pour arriver à voter, à opérer un choix judicieux au moment opportun, au moment des élections. Oui, en tant que secrétaire général du parti et que j'ai participé au cadre de concertation dernièrement sur l'invitation de la CENI par le président Kadima Paye du peuple de Kinshasa, j'ai eu quand même à transmettre le message par rapport aux démarches, aux procédures au niveau de l'opérationnalité de la CENI. Maintenant, je sais que la CENI est encore sur la cartographie, mais nous, au niveau des partis politiques... Il faut une éducation civique électorale. Oui, nous avons demandé aussi à nos militants et aux militants de l'Union Sacrée aussi, parce que nous avons aussi à s'entretenir avec certains partis de l'Union Sacrée qui ont pu répondre à notre invitation. Nous avons moins d'enrôlés, il y aura moins de personnes qui vont voter. C'est ainsi que nous les avons motivés, nous avons sensibilisé à ce qu'il y ait plus d'enrôlement, parce que si nous voulons avoir autant
de sièges électoraux, il faut aussi plus d'enrôlement. Et c'est ça ce qui nous permettra de conquérir pacifiquement le pouvoir par la voie élective. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer. Monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité Puna, parti cher au vice-ministre du Budget, Monsieur Élisée Boku Mwana. L'union sacrée, l'union salée pour plus d'une personne, ça ne marche pas toujours sans statut ni règlement intérieur. Ça préoccupe au plus haut point. Ça ne sent pas du sérieux au sein de l'union sacrée. Bien, c'est un peu perplexe jusque-là. Je pense que dans les émissions antérieures, nous en avons parlé. Jusque-là, l'union sacrée demeure une structure informelle, mais nous sommes tous recroquevillés à appuyer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et que nous devons accompagner ses actions et que nous devons être regardants aussi pour que la redevabilité... c'est un désordre, il y a un désordre bien entretenu. Si c'est bien entretenu, par qui, par exemple? L'union sacrée, madame, comme je vous dis, c'est une structure informelle. N'empêche, même s'il y a les élections, madame, nous n'irons pas tous dans un vase clos. Hein? Et il y a les personnalités juridiques comme telles, ce sont les partis politiques et peut-être les regroupements politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur et publiés dans le journal officiel. Mais s'il faut dire que, madame, si nous allons tous... L'union sacrée, ça nous rassemble pour l'élection présidentielle. Mais qui sont ceux qui entretiennent les désordres au sein de l'union sacrée? Vous évoluez d'une manière dispersée. Bon, désordre, je ne pense pas, mais dire que... Et vous ne parlez pas le même langage à quelques temps de la tenue des élections. Mais nous avons déjà épuisé la moitié de l'année. Oui, d'accord, madame. Mais l'union sacrée, moi je dirais, entre guillemets, c'est l'unité dans la diversité. L'unité envers le chef de l'État, la diversité pour chaque parti politique. Parce que nous serons alignés pour soutenir le chef de l'État, qui est le seul que nous allons appuyer pour qu'il soit réélu, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous continuez à croire que Félix Tshisekedi est majoritaire au sein de l'union sacrée? N'est-ce pas qu'il y a des traîtres, n'est-ce pas qu'il y a ceux qui vont lui surprendre négativement au sein de l'union sacrée, à l'allure où semblent évoluer les choses en cette structure sans règlement intérieur? Je ne partage pas tellement votre avis. Ni statut. Je ne partage pas tellement votre avis, mais je vous dis que nous sommes certains que nous allons réélire Félix-Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. Mais en ce qui concerne ce que vous dites par rapport aux trahisons, moi je dis que ce sont des soubresauts. Ce sont des soubresauts, peut-être des désolations, lorsque on n'est pas encore servi, ou bien on n'est pas encore pris en compte. Moi je dis que ce sont des soubresauts. Mais nous sommes majoritaires que le bateau Félix-Antoine Tshisekedi va arriver à bon port et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu chef de l'État. N'empêche, parce qu'il y a unité dans la diversité, parce que pour Félix-Antoine Tshisekedi, nous tous, nous sommes unanimes que nous allons appuyer Félix-Antoine Tshisekedi pour être réélu chef de l'État. Mais dans les institutions parlementaires nationales et provinciales, mais là, chaque parti ou regroupement politique va battre campagne avec les siens pour avoir les sièges. C'est là où il y a un peu de soubresaut. Mais est-il que chacun va se mesurer par rapport à ses ambitions? Le message est passé. L'Est de la République démocratique du Congo, on en parle, nous continuons d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Des réactions fusent de partout en guise de parler de la balkanisation. Ça sent la balkanisation. Bunagana, toujours sous-occupé par le rebelle du M23, 2 mois déjà. Alors, récemment, la République démocratique du Congo, notre pays, a accueilli un hôte de marque. Il s'agit du diplomate en chef des États-Unis, Anthony Blinken. Et son passage peut apporter quelque chose en ces temps-ci? Maman Adèle, c'est triste
Et ça devient même dramatique, cette histoire de l'Est de la RDC. C'est depuis 1984, depuis le maréchal Mobutu, que ce conflit existe. Et je jette un peu de fleurs au feu général Mbouza Mabé et feu général Maélé, qui avaient démontré leur bravoure, des vaillants militaires ils ont repoussé les Rwandais jusque chez eux. Mais je suis un peu réticent par rapport à ce défilé diplomatique qui se passe ici. Oui, j'ai vu M. Blinken, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. C'est toujours pareil. Lorsque ça chauffe, ça surchauffe, il vient toujours, je ne sais pas, coquet et monotone pour essayer d'adoucir la grogne. Mais vous savez, là, nous, il y a les Congolais de l'étranger ont tendance maintenant à ce que nous ouvrons nos brèches à la Russie. Hein? Mais voilà, pendant que nous voulons ouvrir nos brèches vers la Russie, les Américains viennent encore. Ce sont les États-Unis qui viennent encore pour essayer de nous dire qu'ils reconnaissent que le Rwanda, c'est le pays agresseur. Ils ont senti un danger? Ah, mais c'est ça, pourquoi ils viennent? Maintenant, ils s'acceptent que le Rwanda est un pays agresseur, mais nonobstant cela, j'ai vu ce monsieur-là, Blinken, défiler, il est reparti. Bon, mais moi, je dis qu'il y a quelque chose, moi je dirais, parce que cette histoire de l'Est-là, ça me fait mal au cœur. Et surtout que nous étions au Congo, Belge, Rwanda, Burundi, et maintenant, ces pays où nous avons démontré notre hospitalité légendaire, ils sont maintenant en train de nous remettre en cause d'une manière négative. Moi, je dirais que, madame, quand je dis cette histoire de MONUSCO là, il y a eu d'abord la mission, c'était la mission d'observation, c'était le premier champ. Au deuxième champ, c'est Monique à l'époque. oui, et maintenant il y a la mission de stabilisation. Moi je dis, ces Américains là qui viennent là, ces États-Unis là qui viennent ici, il faut que la mission des Nations Unies soit muée en mission d'intervention, madame. Mission d'intervention des Nations Unies, oui, mais mission de stabilité, c'est déjà dépassé plus de 20 ans, aucune stabilité. Si les militaires de l'ONU, là, s'ils veulent rester ici, il faut que les termes de référence de la mission de l'ONU changent, que ce soit mission d'intervention, parce que là, ils poussent tout le monde ils se trouvent au milieu, au niveau de la frontière, les Rwandais, les Ougandais de leur côté, et nous aussi de notre côté. Sinon, il n'y a plus raison d'être de cette histoire de MONUSCO, hein, sans que ça soit mué en mission d'intervention. Je ne trouve pas la cause de ces militaires de l'ONU ici. Mais on accuse aussi les Congolais d'être à la base de ce qui sévit à l'est de la RDC. Où est parti Mbouza Mabé et les autres qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour que la paix puisse régner dans cette partie du pays? Et vraiment, après Mbouza Mabé et Maélé, nous avons eu Amunda, là. Oui, les toutes jeunes. Oui, mais il y en a encore, mais on essaie un peu de les effacer. Mais il y a des jeunes militaires qui veulent en terminer avec ce conflit-là. Mais comme j'ai dit toujours, il faudra que le conseil militaire du chef de l'État ouvre le bon œil pour mettre des vrais commandants des bataillons. Ces commandos finissent toujours par être abattus. Par les Congolais ou par les Rwandais? Madame, ça c'est une affaire de service de renseignement et des MIAP. Je ne sais pas vraiment le contour parce que je ne suis pas sur le terrain. Là, je m'abstiens de donner des informations non concordantes, mais j'appelle au chef de l'État d'interpeller tous ces experts en balistique, tous ces brevetés d'état-major, tous ces techniciens d'état-major, pour qu'on en finisse. Monsieur Raphaël Je vous en prie, maman. Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette localité stratégique? Je parle de la localité de Bunagana qui est entre les mains de forces terroristes du M23. Madame, ça c'est vraiment la paille à l'œil. Bunagana, qui est toujours contrôlé par les forces négatives, comme on le dit. Mais en tout cas, madame, toutes les voies, il faut qu'on intensifie toutes les voies. La voie diplomatique, on ne peut pas concéder, on doit toujours continuer, parce que si on
on arrête avec la voie diplomatique. Alors à quoi serviraient toutes ces ensembles régionaux, tout consort. Et puis la voie politique aussi, demain, et surtout aussi la voie militaire. On ne peut pas concéder. On doit utiliser toutes les trois voies pour arriver à extirper cette situation et que nous récupérons nos 2 345 000 km comme les concerts des Nations des États-Unis. Les Rwanda, reconnu pays agresseur par les rapports des experts de l'ONU, que faut-il faire? Quel discours avoir face à la communauté internationale? Nous sommes tous, que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, nous sommes membres à part entière de toutes ces assemblées-là. Que ce soit l'ONU, que ce soit le CAC, que ce soit le commissaire, la SADC, mais je pense que dernièrement, on s'assoit toujours sur place, on s'assoit côte à côte. Il faudra que la communauté internationale repousse moralement, physiquement, matériellement le Rwanda et l'Ouganda de quitter la RDC. Il faut qu'ils les somment. Hein? Sinon, alors, à quoi servir encore ces ensembles internationaux, régionaux? À quoi ça servirait? Lorsque un de leurs est agressé au vu au su, à leur vue et su, mais ils doivent intervenir. Hein? Parce que nous, France Fanon a dit, la RDC c'est la gâchette de l'Afrique. Alors lorsque nous ça ne marche pas, même cette ceinture d'infrastructures routières, même la ZELCA, la zone de libre-échange, comment ça va fonctionner si la RDC n'est pas en paix? Quelle position alors adopter vis-à-vis du Rwanda? Parce que ça ne change pas malgré les démarches entreprises. Il faut maintenir ou rompre les relations diplomatiques? Non, pas rompre il ne faut pas rompre les relations diplomatiques. Parce que c'est par les relations diplomatiques qu'on se retrouve dans ces concerts des ensembles régionaux et sous-régionaux. Je pense qu'il faut toujours acculer d'une façon diplomatique, mais il faudra un jour qu'on les déboute aussi militairement. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça cache, cette histoire-là de Bunagana? Je ne sais pas, madame. Comme je ne suis pas dans les services des renseignements, je demande aux ces experts en balistique et en matière de militaire de faire appel à leur caboche pour qu'ils soient en mesure de sauver la face de la RDC, grand pays. À la lumière de tout ce qui se passe actuellement au pays, vous appréciez, vous personnellement, la diplomatie de Félix Tshisekedi? Madame, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est pas comme Mungoudiak avait dit. Hein. Avec Mungoudiak, on avait dit que le pays était sur du cric. Hein. Mais Félix a trouvé le pays, il faut le dire, dans un ravin. Il a trouvé le véhicule déjà dans un ravin. Il faudra qu'il remonte ça. C'est un peu difficile. C'est vraiment un peu difficile pour lui. Essayons un peu de réfléchir. Il doit se battre. Essayons de réfléchir. Donner un regain d'espoir au peuple congolais. En 2 secondes, M. Raphaël, la RDC, un véhicule dont le conducteur n'a pas de permis de conduire, ou la RDC, c'est un véhicule dont le conducteur est buté à un sérieux problème. Il ne maîtrise pas les codes de la route. Non. Le conducteur actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas de permis de conduire, il ne maîtrise pas les codes de la route ou il ne sait pas conduire. C'est un apprenti au volant. Voilà. Non, il a son expertise personnelle, mais est-il que le véhicule se trouve embourbé? Il a trouvé le véhicule embourbé dans les ravins. Maintenant, on doit tout faire. Il faut les tirs forts et puis essayer de faire l'entretien pour que le véhicule rentre sur la route balisée. Et voilà, c'est ça notre problème. Il faut avoir les matériels. On n'a pas de tirs forts, il faut recourir par-ci, par-là. Donc vraiment, mais c'est un bâton, c'est un sang politique, comme son père Étienne Tshisekedi. Et il est entouré aussi des Warriors, nous aussi les alliés de l'UDPS, les forces politiques et sociales à l'UDPS, les autres confrères, camarades, nous sommes là. Nous allons chercher les voies et moyens, qu'en soit-il. La République démocratique du Congo, la RDC, va vibrer au rythme du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, la communauté économique des États d'Afrique australe. Quelle retombée politique et économique pour notre pays? Ça revient encore, cette histoire.
Oh là là. Le président Félix a été déjà président de l'Union africaine. Et dernièrement, là, le président Sassou a passé l'éponge comme communauté des États d'Afrique centrale. Et maintenant, vous parlez encore que ce mercredi, ici, il y aura SADC et COMESA ici. Le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, la communauté économique des États d'Afrique australe. Donc SADC et COMESA. Mais madame, quand vous parlez de cet ensemble régional-là, la SADC et la COMESA, ça me revient encore avec l'état-major interarmé, EMIA. Et je vois la SADC avait combattu avec nous dans l'état-major EMIA. Il y avait des Zimbabwe, des Namibiens, tout consort. Toujours, ils étaient ici, nous avons fait un mouvement interarmé pour... Ils nous ont aidés pour faire sortir toujours ces Rwandais ici. Mais je pense si la SADC est là, et surtout que je pense que le président Félix, c'est lui qui va présider ça, comme c'est dit à Kinshasa. Politiquement, il doit intégrer, il doit insister sur l'agression que la RDC subit par un pays membre de la SADC qui est le Rwanda. Le Rwanda aussi dans cette histoire de SADC. N'est-ce pas un sommet de trop? On doit les sommer. La SADC doit les sommer ou alors qu'ils reviennent encore. N'est-ce pas un sommet de trop? Maman, si on ne fait plus de sommet, il n'y aura plus d'échange, il n'y aura plus de langage. Parce que la parole, c'est une force. Et ces sommets-là... Ces travaux coûtent, hein? Maman, que voulez-vous? Parce qu'il y a tant de problèmes. Il n'y a pas de problème de la RDC. Il y a le problème de la Centrafrique, le problème de Tchad. Et même en Afrique du Sud, il y a toujours des problèmes. Il faut toujours se rencontrer autour d'une table pour parler des problèmes de la région africaine et chercher les moyens. Parce que non seulement on a des problèmes entre nous les Africains, il y a aussi face aux pays, soi-disant des pays industrialisés. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ce sommet en termes d'acquis? Déjà la CEAC et cette fois-ci c'est la SADC. Bon, la CAC là, la CEAC, la CAC là, bon, là il y a eu encore un mouvement anti-quoi. Il y a les Kenyans, tout ça qui doivent venir. Bon, maintenant il y a encore la SADC là. La SADC là, nous allons aussi demander encore à ce mouvement armé là, interarmé, qui était venu il y a quelques années là, qui nous ont sauvés au niveau des provinces là. Ils doivent encore venir. Il y a encore aussi la MONUSCO. Mais vraiment, toutes ces forces là, est-ce qu'ils ne peuvent pas converger à un même cahier de charge, toutes les trois forces? Parce que maintenant, comment ils vont se partager la charge? Ça devient peut-être des forces militaires d'intervention de trop. Mais il faudra qu'il y ait un cahier de charge commun, qu'ils se répartissent les charges et qu'il y ait un objectif commun de redonner la valeur de la RDC par rapport à l'intangibilité de ses frontières pour qu'il y ait la paix, que chacun reste chez soi. C'est ça l'objectif final. Mais parce que si vous voulez parler de l'économie sans la politique c'est la sécurité. Mais quand il n'y a pas la sécurité, comment on va fonctionner l'économie? Comment il y aura la libre circulation des biens des personnes? Parce que la sécurité juridique des investisseurs ne sera pas garantie. Voilà. Une autre préoccupation, c'est la grève. La grogne sociale est très visible actuellement avec la grève de médecins et des professeurs d'université. Est-ce que le gouvernement doit faire, qu'est-ce que plutôt le gouvernement doit faire pour mettre fin à ces différentes tensions sociales? Oui, madame, là je félicite le gouvernement des Royaumes conduit par Sama Lukonde. Mais nous sommes dans la programmation économique du gouvernement, les aléas... les professeurs ont clamé, les enseignants plutôt, si vous voulez une rentrée paisible, il faut nous payer. Oui, c'est ça. Rentrée scolaire, bien sûr. Oui, le gouvernement a prévu ça. Mais je vous dis que c'est toujours le problème des guerres qui entraînent des dépenses d'urgence au niveau du trésor public. Mais n'empêche, je vous dis dernièrement, le ministère du budget, il y a le gouvernement central qui a été représenté par le ministère du budget, en l'occurrence par notre autorité morale Élisée Bokoumouana. Il y a eu le ministre de la fonction publique, le ministre de l'EPSPT, qui étaient à Mboué la Loge. Il y avait le banc syndical d'un côté et le gouvernement central de l'autre. Il y a eu quand même un protocole d'accord que la rentrée scolaire va être effective. Il y a eu quand même
Mais un consensus, ça va rentrer. Qu'est-ce qui ne va pas surtout entre les professeurs et les ministres de l'ESU? C'est pas sa tête qui ne semble pas le plaire ou comment? Bon, là, j'ai parlé de l'enseignement primaire et secondaire. Ouais. C'est ce qui était en bout la loge. Je pense que la rentrée sera effective au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vu que ces enseignants soient payés, que leur enveloppe salariale, entre autres, soit revue à la hausse. Non, c'est déjà revu à la hausse. Hein. Je pense que c'est revu à la hausse. Les tout derniers enseignants devaient toucher $200, mais apparemment, tel n'est pas le cas. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais est-il que la marge est en asymptote. Et il y a quand même... on a quand même essayé d'arranger. Mais au niveau des médecins, il y a aussi la conférence intersyndicale qui s'est passée au niveau de Mpassa. Oui, aussi, il y a les professeurs qui veulent voir à la tête de l'ESU un professeur. Là, je ne sais pas, madame. C'est un problème d'homme ou bien un problème... C'est leur souhait ardent de voir un professeur à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je n'ai pas pu dénicher la quintessence de leur mémo, mais je ne sais pas si c'est un problème d'homme. Bon, ils peuvent arranger. Mais si c'est un problème de dysfonctionnement, là c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Doit remanier, mais que ce remaniement ne soit pas habillé Saint-Paul et déshabillé Saint-Pierre. Oui, je pense qu'il va en tenir compte. Hein. Voilà. Il n'est pas né de la dernière pluie. Hein. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général de parti de l'unité Puna, et puis secrétaire exécutif de Force politique et sociale à l'IDPS. Le coordonnateur, c'est Laurent Batomon Nadia Taba. Et ça marche comment? Bon, nous sommes aguerris, nous nous préparons, nous accompagnons sur le chef de l'État et aussi nous nous mesurons aussi par rapport aux échéances qui nous attendent. Les adversaires aussi se préparent en conséquence. Mais oui, c'est aux élections. Oui, c'est un combat d'hommes. Nous aussi, nous avons nos stratégies. C'est la fin qui fera le moyen. Un message particulier, vous avez 1 minute pour ça parce que nous sommes à la fin. Le message particulier, j'invite tous les membres du parti Puna et les sympathisants tant que l'effectif de tenir derrière l'autorité morale Élysée Bokoumouana Maposo, et j'appelle les autres partenaires politiques, sociétés dilettantes de politique et de la société civile de rejoindre le Puna pour que nous alignions en bonne et due forme pour les échéances futures. Et au niveau de l'Union Sacrée, j'appelle tous les partis de l'Union Sacrée qui soutiennent l'action du chef de l'État de nous unir malgré notre divergence particulière. Monsieur Raphaël Bolikango, grand merci. À moi de vous remercier. Antenne A, vos portes sont toujours ouvertes pour nous. Merci beaucoup. Voilà, nous vous remercions amplement, vous fidèles téléspectateurs. Nous remercions les preneurs de vue et pourquoi pas la chaîne des références pour cette disponibilité, pour cette occasion de recevoir les acteurs politiques, les hommes d'affaires, ainsi de suite, pour parler de l'actualité et de ce que vous faites. Vous voulez nous joindre, c'est facile, appelez au 081 94 95 181. Vous serez le bienvenu sur le plateau de votre émission que vous aimez bien suivre avec beaucoup d'attention et intérêt. C'est le rendez-vous. C'était clair comme l'eau de la source, clair comme dans un livre d'images. La rediffusion ce demain à 11h heure de Kinshasa. Une très belle soirée à tous et chacun.